Donc, la première chose dont on a besoin pour trouver la bonne valeur pour W1, c'est savoir à quel point on est loin de la vraie valeur de sortie. Donc, on a X et on a l'entrée et on a un dataset qui nous dit, voilà, pour cette entrée-là, eh ben, on devrait avoir cette sortie-là. Donc, on a la vérité ici représentée comme étant Z. Et donc, la première chose qui nous manque, en fait, c'est une façon de comparer Y, qui est la sortie du réseau, à Z, qui est la réalité, pour savoir de combien, en fait, le réseau s'est trompé. Donc, ça, on a cette métrique, en fait, qui nous permet de savoir de combien on s'est trompé. On appelle ça une fonction de coût, loss function en anglais. Et une très connue, qui est en général, là, par exemple, qui est très utilisée pour tout ce qui est régression, c'est le mean squared error, qui est tout simplement Y moins Z au carré. Donc, ça, c'est une fonction de coût classique qui nous indique à quel point Y est loin de Z. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut commencer en fait à, à trouver la bonne valeur, à chercher la bonne valeur pour W1. Donc, la façon avec laquelle on le fait, c'est qu'on va utiliser un algorithme qui s'appelle la descente de gradient. Donc, la descente de gradient, c'est aussi une pierre angulaire de l'apprentissage machine moderne, parce que c'est l'algorithme l'algorithme d'optimisation sur lequel tout l'apprentissage machine moderne est basé, tout simplement. Donc, on va prendre notre variable W1 ici, notre poids, et ici, et on va dériver en fait le poids par rapport au coût, à la différence, tout simplement. Et donc, comment on fait ça? Donc, on fait la dérivée, et 2 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis le chat si vous voulez que ça répète quelque chose, si ça va un peu vite pour vous, n'hésitez pas. Oui, très bien. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver en fait W par rapport à la fonction de coût. Et donc là, il faut faire très attention à la variable ici, parce qu'en général, quand on parle de dériver, c'est toujours X, mais là, on dérive par rapport à W et non X. X n'est pas c'est pas la variable par rapport à laquelle on dérive. Et donc, si vous vous souvenez, si le concept de dérivée, c'est que si on est ici, par exemple, et que la dérivée est négative, donc ça veut dire qu'on est sur une pente descendante. Si on est ici, que la dérivée est positive, ça veut dire qu'on est sur une pente qui monte, une pente montante. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, pour trouver W1, c'est trouver le point où la dérivée ne bouge plus. Parce que l'idée, en fait, c'est que le point où la dérivée ne bouge pas, c'est un minimum au moins local, et ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de l'ajustement de W1. Donc, l'algorithme de descente de gradient peut être expliqué en fait de façon très très simple, c'est qu'on va dans le sens contraire de la dérivée, tout simplement. Ça veut dire que si la dérivée est positive, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à avancer. Donc, par exemple, si la dérivée est négative, pardon, qu'on est en train de descendre, ça veut dire qu'il faut continuer à descendre. Donc, on va pousser. On va aller dans l'autre sens, tout simplement. Et si la dérivée est dans ce cas-là, ben, on va aller aussi dans l'autre sens. Donc, tout simplement, l'algorithme de descente de gradient peut être représenté de cette façon-là, fait que tout simplement, c'est la nouvelle valeur de W1, ben, c'est la valeur précédente de W1 auquel on a soustrait la dérivée. Et ça va faire qu'on va toujours bouger dans un sens qui se rapproche en fait de l'endroit où la dérivée est égale à 0. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Tariq, Oui. on a une question dans le chat, il y a quelqu'un qui demande pourquoi on voit parfois des valeurs de loss qui sont négatives. Ben, ça va dépendre de la fonction de loss que l'on a, mais en général, le loss, parce que le loss peut être une likelihood, mais la valeur du loss n'est pas vraiment
n'est pas vraiment c'est ce qui est important en fait. Le loss, c'est juste ce qui t'indique à quel point tu es loin. Donc en général, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un loss positif parce que tu peux l'interpréter comme étant une distance, mais sinon tu peux juste le mettre au carré et puis ça va aller parce que le carré est dérivable. Mais ce qui est important, c'est pas vraiment la valeur du loss, c'est la valeur de la dérivée du poids par rapport au loss. Parce que c'est ça qui t'indique en fait dans quel sens il va falloir que tu bouges le poids. Est-ce qu'il faut que tu rajoutes un petit peu dessus ou est-ce qu'il faut que tu en enlèves un petit peu? Du coup, c'est quoi là qui pose la question et qui a répondu Oui. pour une binary cross-entropie. Qu'est-ce que tu as dit? Elle demande, en fait, en gros, la question c'est Ouais. pourquoi est-ce que parfois on a des valeurs de loss qui sont négatives quand tu calcules par exemple, quand tu calcules une binary cross-entropie, une cross-entropie binaire. Ok, d'accord. Ben, ça on va arriver aux différentes fonctions, de types de fonctions de loss plus tard, en fait. Et que je vais revenir sur cette question plus tard. Parce que là, on ne parle pas des différents types de fonctions de loss, parce que le type de fonction de loss ne change pas du tout l'algorithme de stochastic gradient descent. Le type de fonction de loss, en fait, va te permettre de focaliser le réseau sur certaines caractéristiques qui t'intéressent. Genre, par exemple, si tu choisis par exemple, un mean squared error, c'est très bien pour un truc de régression. Par contre, ça ne marche pas très bien pour un problème de classification, par exemple. Mais l'algorithme de descente de gradient est exactement le même. Ok. Bon, bah, du coup, voilà, tu vas bientôt avoir ta réponse quand on va comparer les différentes méthodes de loss. Mais comme tu peux le voir, en ce qui concerne l'optimisation du poids, il n'y a pas grande différence, que ce soit négatif ou positif. Le concept est le même. C'est bon, tu peux continuer. D'accord. OK. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Fait que, parce que si on ajoute, tout simplement, si on soustrait la dérivée, eh ben, on peut juste partir dans le champ. Et complètement rater le minimum local ici. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne soustrait pas directement la dérivée, on soustrait une partie de la dérivée, ça veut dire qu'on va la multiplier par un chiffre qu'on appelle un learning rate, qui est en général très très bas, genre 0,001 par exemple. Très 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 bas, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir obtenir des bonnes convergences, par exemple, comme ici. Celle-là est correcte, mais c'est limite, parce qu'on aurait pu se retrouver là et passer complètement à côté et manquer les minimums.